bonjour à tous, mon nom est Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine et je suis l'heureux animateur de cette conférence qui associe Buffalo Grill et Optimix. Je vous en livre pas les clés, mais je vous en livre le titre. Buffalo Grill, place l'IA d'Optimix au cœur de sa stratégie supply chain pour optimiser ses prévisions et stocks. Donc, messieurs, on a Éric Gilbert qui est responsable des approvisionnements chez Buffalo Grill et Antoine Blavout, directeur produit supply chain chez Optimix. Messieurs, je vous laisse l'estrade et je reviendrai pour la deuxième partie qui sera la partie questions-réponses. Et n'hésitez pas d'ailleurs à noter dans la marge de vos notes les petits points d'interrogation et à préparer d'ores et déjà vos questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup, merci d'être là. C'est un immense plaisir pour nous de co-animer cette présentation. Donc bien sûr, Éric va principalement être la personne la plus intéressante par rapport à nous deux aujourd'hui. Donc je vais vite laisser la parole à Éric sur le projet qu'on a mis en place sur la solution qui s'appelle XFR. Donc Éric, je te laisse. Donc bonjour à tous, Éric Gilbert, donc responsable appro dans le groupe Buffalo Grill, et on va vous présenter la collaboration qu'on a eue avec la société Optimix. Donc tout d'abord un petit contexte, Buffalo Grill, 330 restaurants en France, 2 entrepôts, environ 30 millions de couverts par an. Un couvert, c'est une personne qui vient manger. Environ 300 références de tout type, du frais, du surgelé, du non alimentaire, et une problématique de DLC, des produits à DLC très courtes et des produits à très longue DLC, des marchés partagés, du non alimentaire, donc avec de l'approvisionnement hors Europe. Autre spécificité du secteur, des menus réguliers, des changements de cartes réguliers. Des capacités de stockage très faibles par rapport aux volumétries que l'on passe et une évolution de la consommation depuis quelques années, notamment depuis le Covid, avec de la mise en place de la vente à emporter, de la dark kitchen. Donc présentation d'Optimix. Optimix, c'est une société éditeur de logiciels. On est basé à Marc-en-Barœul dans le Nord. On est bien sûr éditeur de solutions, mais principalement en mode SaaS depuis 2011. On est une société de techniciens, donc globalement c'est beaucoup d'ingés, beaucoup de data scientists qui sont présents dans la société, beaucoup de développeurs. On est 45 personnes actuellement chez Optimix. On a 2 solutions. Historiquement, on a une solution qui gère tout ce qui est pricing. Donc pricing, c'est tout ce qui va permettre de gérer la cohérence des prix, l'alignement des prix par rapport aux concurrents et ainsi de suite. Et puis une autre solution sur laquelle moi je travaille principalement, qui s'appelle donc XFR, X comme Optimix et F comme Forecast et R comme Replenishment. Donc voilà, et qui est donc utilisé par Buffalo Grill. Donc notre métier, c'est à la fois de définir, construire un logiciel, mais aussi de l'implémenter, d'assurer le support auprès de nos différents clients. Optimix, c'est 50 clients en France et à l'international. On est dans de nombreux pays et puis on est aussi dans les dom-toms. Donc voilà. Donc Éric, les principaux enjeux défis du projet, comment s'est déroulé le projet, mais principalement les enjeux initiaux lors de la sélection des différents éditeurs et le choix Optimix. Donc la situation initiale, on avait un outil d'approvisionnement très ancien. Ça fonctionnait sous des macros Excel. Donc l'outil était très vieillissant et on avait un problème de maintenance et de compatibilité avec des mises à jour de nos autres logiciels en interne. Donc on devait forcément changer d'outil. Et la volonté aussi, c'était d'optimiser un petit peu nos outils et avoir une solution moins chronophage, notamment manuellement, où on a un risque d'erreur très important.
et pouvoir aussi répondre à la saisonnalité, la restauration, notamment chez Buffalo Grill. Nous avons une très forte saisonnalité au niveau des vacances scolaires, où nous avons donc des gros pics de consommation. Nos restaurants étant placés très souvent aux sorties des autoroutes, sur les carrefours. Donc on a une très forte évolution de nos ventes, avec un pic à l'entrée des vacances et un pic inverse à la sortie de nos vacances, donc avec des risques de rupture à l'entrée des vacances et un pic de casse matière à la sortie des vacances. Donc l'objectif, c'est bien évidemment, comme pour tout approvisionneur, c'est avoir zéro rupture. C'est vraiment l'objectif en interne, c'est servir à 100% la demande de nos restaurants et qu'il n'y ait absolument aucun impact dans l'assiette du consommateur. Autre objectif, bien évidemment, diminuer nos niveaux de stock, diminuer nos frais de stockage. Nous faisons appel à des fois à des stockages extérieurs. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, diminuer la casse, notamment à la sortie des périodes scolaires. Enfin, automatiser tous les process manuels et chronophages que nous pouvions avoir dans nos services et se concentrer sur des valeurs une valeur ajoutée plus importante. Donc, les contraintes du secteur, donc, comme je vous l'ai déjà dit, une forte saisonnalité, des marchés partagés, des quotas qu'on en a sur un certain nombre de produits qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, et des spécificités propres à Buffalo Grill, donc notamment la gestion d'un stock de débord, ça dû à une contrainte opérationnelle et de nos entrepôts, et aussi des entrepôts en cascade. Donc nous avons la spécificité chez Buffalo d'avoir un atelier de découpe. Donc notre atelier de découpe coupe pour l'ensemble de la France et après livre et n'approvisionne qu'un seul entrepôt. Ce premier entrepôt approvisionne ensuite un deuxième entrepôt. Et enfin la typologie de produits, donc des produits à DLC très courtes. Je vous ai pris l'exemple des tartares couteaux, mais aussi des produits à DLC très très longs, voire sans DLC, notamment les vêtements pour les personnes qui travaillent dans nos restaurants. Donc maintenant, ça remonte à une année. Une année, on recevait les premiers éléments liés au cahier des charges. Et je pense que Eric est mieux placé que moi pour savoir quelle a été la raison pour laquelle le choix s'est porté sur la solution XFR d'Optimix. Alors, le premier élément pour avoir choisi Optimix, c'est leur réactivité et les délais qui étaient très courts. Les contraintes techniques ont été découvertes. Contraintes techniques par rapport à la mise à jour de nos outils en interne ont été découvertes que très tardivement. Donc on avait un délai de mise en place de cet outil très très court. On parle de 6 mois, c'est ça ? 6 mois. Et ensuite, aussi répondre à des standards et des process que nous avions en interne qui étaient très spécifiques et aussi des règles que l'on connaît tous en approvisionnement, donc des règles standards, les cadenciers, des règles de calcul pour optimiser nos stocks, de la fiabilisation aussi de nos processus, donc la gestion des fermetures des industriels, la gestion de la saisonnalité, comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois, et enfin, s'adapter aussi aux particularités de notre métier, donc les quotas, les marchés partagés, et la mise en place aussi de stocks de débord chez quelques industriels. Autre raison d'avoir choisi Optimix, c'est un outil que l'on peut adapter à nos besoins. Ça fonctionne avec des modules, donc ce qui peut être perturbant au départ, mais aussi qui est paramétrable et modulable à volonté. Vous pouvez modifier toutes les vues, vous pouvez leur demander globalement tout ce que vous avez dans la tête et ils sont capables d'y répondre ou vous êtes même capable d'y répondre tout seul en paramétrant vous-même des choses. C'est vraiment un outil très très intuitif. Presque toutes les fonctionnalités, presque. Il y a des moments où il faut savoir dire non aussi, mais globalement on a plus souvent dit oui que non dans le cadre du projet. Enfin, un dernier point, c'est les engagements sur délai. Les engagements sur les délais étaient
très très fort. Il y avait des engagements financiers réciproques par rapport aux 2 ans d'entreprise. Donc on a eu une très grosse confiance par rapport à ça. Et enfin, la réactivité en cas de changement de process. On a régulièrement des changements de tournée. Nos camions livrent nos restaurants. Avec les jours fériés, par exemple, les tournées changent. Cet outil est capable de prendre en compte ces changements de tournée, alors que la majorité des outils que nous avions rencontrés n'étaient pas capables de prendre ce type de process en place. Autre point très important pour nous, l'extension possible de l'outil vers nos restaurants. L'idée étant de pouvoir déployer la prévision de nos restaurants. Actuellement, celles-ci sont faites directement par les personnes qui se trouvent en restaurant. Notre volonté à long terme, ça serait de déployer l'outil et que ça soit un forecast central pour pouvoir ne plus avoir d'approvisionnement pour restaurant par restaurant. Bien évidemment, il y a eu quelques difficultés, notamment à IT, des problèmes de communication en interne, des problèmes de données manquantes par rapport à notre ERP. Nous avons un ERP mis à jour maintenant, mais qui n'est pas forcément autant modulable qu'on le souhaiterait. Et donc, des données ne sont pas données dedans. Typiquement, on n'a pas un minimum et un maximum de commandes dans notre ERP. L'outil, comme je l'ai dit, est très modulable, mais aussi ça peut être n'est pas clé en main, donc, et donc ça peut être de temps en temps déstabilisant parce qu'on n'a pas quelque chose qui est tout fait dès le départ et qu'il faut imaginer cet outil. Enfin, l'importance du key user, il faut que ces key users soient vraiment très disponibles parce qu'il a tout à construire, et enfin il faut qu'il ait vraiment connaissance de tous les cas particuliers qu'on peut avoir dans l'entreprise. Est-ce que Eric, tu peux nous parler globalement du temps de déploiement qui a été mis en place? Il faut savoir que Eric est marathonien, mais l'approche du projet, ça a plutôt été un sprint plutôt qu'un marathon. Hein, donc, et je pense qu'on a su relever communément le défi parce qu'on ne relève pas un tel défi tout seul. Hein, je crois que c'est avec une mobilisation aussi entre l'éditeur et le client que globalement les temps peuvent être tenus. Tu veux en parler? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, hein, les délais ont tous été respectés, pas forcément dans le détail, mais dans les grandes lignes ont tous été respectés. Donc 6 mois à peu près de projet. L'outil est dans la main de maintenant des appros depuis mi-août, donc avec une prise en main dès leur retour de congé. Et donc bien évidemment, hein, l'être humain est toujours réfractaire au départ au changement et donc est toujours frileux par rapport à ce changement, et maintenant on ne voit que des avantages à cette nouvelle outil. Donc moi je vais vous parler un tout petit peu d'IA, puisqu'en fait toute la notion de prévision est basée sur les outils d'intelligence artificielle. Donc je ne serai pas trop long, je vous rassure. C'est principalement Eric que vous êtes venu d'écouter, mais globalement la démarche c'est que le forecast est important pour nous puisque c'est lui qui va nous permettre de calculer le besoin, puisque à partir de ce forecast, on va calculer une projection de stock. Donc le point clé, bien sûr, dans le forecast, il faut bien sûr intégrer sur des produits alimentaires la notion de saisonnalité, la notion de promo, la notion des vacances, la notion d'avis client, la notion de météo, la notion de prévision de nombre de couverts et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des fonctions qu'on a automatiquement pris en compte dans le moteur, dans l'IA. Le point clé, c'est que historiquement, globalement, les outils fonctionnaient sur le fait qu'on prenait 3 ans d'historique pour un produit, pour un site, pour calculer les prévisions. Et grâce à l'IA, cette notion a été fortement bouleversée, puisque maintenant vous intégrez en entrée dans l'IA toutes vos ventes de tous les produits sur tous les sites d'un seul tenant, et lui va automatiquement détecter à partir de ces historiques les tendances et va automatiquement calculer à partir de ces historiques les prévisions. Le gros point aussi complémentaire, c'est que si votre produit site, votre nouveau produit a peu d'historique, il va réussir à retrouver des similitudes dans d'autres produits. Autre élément complémentaire, c'est que auparavant vous donniez des ventes, des stocks, et le système calculait sur cette base-là, et avec des ventes corrigées, calculait les prévisions. Maintenant, vous pouvez lui communiquer aussi un tas d'autres informations, comme bien sûr les données météo, comme les prévisions au nombre de couverts, comme les compositions de la carte, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les donner. Et en plus, dans l'IA, tout ce qui va être vacances scolaires, congés,
tout ce qui va être les grands croisements, les chassés croisés des vacances, bah, tout ça va être nativement intégré dans le moteur. Hein, donc ça, c'est un point clé. Alors, bien évidemment, l'autre point aussi, c'est que en termes de mise en place de l'implémentation, il n'y a plus besoin de faire un fine-tuning du forecast comme on devait le faire dans le passé. Le moteur prend en compte les différents paramètres beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait faire dans le passé. Donc, l'approche statistique classique, comme vous le disiez, c'est globalement, on a des historiques conséquents sur chaque produit. Bah, tout ça, on a pu à le gérer. On a maintenant la possibilité d'intégrer en plus tout ce qui va être des éléments complémentaires dans le modèle pour que lui puisse prendre directement en compte ces éléments additionnels, donc ces données externes, dans le calcul du forecast. Donc, la philosophie dans laquelle nous on a implémenté l'IA, c'est qu'on n'a pas du tout implémenté l'IA pour calculer les stocks de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout une approche probabiliste sur le fait qu'on va positionner un stock de sécurité pour honorer un niveau de vente et ne pas être en rupture. L'IA est uniquement dédiée au forecast et à la prévision. Le stock de sécurité, lui, il est traité de manière classique avec les approches conventionnelles qu'on utilisait déjà. Il n'empêche que même si c'est l'IA qui prend le relais au niveau du forecast et qui calcule ce forecast, rien n'empêche qu'on suggère un forecast qui, lui, peut être modifié par l'utilisateur. L'autre point aussi, c'est qu'un élément qui est clé, c'est que toutes les semaines, on remet le couvert. Et toutes les semaines, on vient retravailler sur le modèle, on vient repasser en phase d'apprentissage pour que le modèle qu'on soit utilisé soit le modèle le plus courant pour éviter les phénomènes de data drift. D'accord ? Un point complémentaire, c'est que l'IA change énormément. Beaucoup de nouveaux modèles arrivent régulièrement sur le marché. Et notre métier aussi, c'est de les utiliser, les challenger et voir s'ils apportent quelque chose en plus par rapport à la bibliothèque d'algorithmes qu'on utilise déjà. Bien sûr, un projet comme celui-ci impose forcément pas de projet si pas de retour sur investissement. Et la démarche, elle a été dans ce sens-là. Donc est-ce que, Eric, je te laisse la parole pour nous parler de ces éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, l'outil est en place à 100% depuis la mi-août. Nous avons déjà détecté un gain de 10% à peu près sur nos stocks, ce qui représente 1 à 2 jours de stock sur nos entrepôts. Le seul regret pour l'instant, c'est de ne pas l'avoir lancé plus tôt. Ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Aucun impact sur la disponibilité de nos produits vers nos restaurants. Ça, c'était non négociable et donc il n'y a pas eu d'accro de ce côté-là. Autre point important, un taux de casse en forte baisse, notamment sur les produits à DLC très très courtes ou hyper courtes, donc aux alentours de 15%. Et une satisfaction de nos équipes sont intégralement joyeuses de ce nouvel outil, de par l'ergonomie et de par l'efficacité et de par les chiffres qui en ressortent dès à présent. Pour vous donner un ordre d'idée, au bout d'un 15 jours ou 3 semaines, ils avaient complètement laissé de côté leur ancien outil. Alors qu'on avait laissé une période de normalement 2 mois pour faire ça. Et au bout de 3 semaines à peu près, ils ont tous laissé tomber. En complément par rapport aux remarques d'Eric, un point clé sur le type de projet et l'adhésion des utilisateurs à la solution, le point clé aussi, c'est que pas d'adhésion si forte disponibilité des utilisateurs. Et c'est vrai qu'il y a un côté très plaisant aussi à faire un projet dans ce cadre-là. C'est qu'on sent tout de suite que, entre guillemets, la mayonnaise prend, même si on est chez Buffalo, entre les équipes, entre les phases de session, de formation, l'adhésion et la prise en main de la solution et la diffusion de la solution auprès des différentes équipes, ça a été un plaisir énorme de travailler dans ce sens-là. Et le point clé aussi, c'est que ce qu'a très bien fait Buffalo, c'est de bien déterminer les key users. Et on est en phase où on a entraîné les key users à utiliser l'application. Et ce sont les key users ensuite qui semaient la bonne parole, qui présentaient la solution qu'eux avaient mis en place au niveau des différents utilisateurs. Et ça, c'est un des points clés aussi qu'on a mis en place sur le projet. Et dans ce sens-là, l'adhésion utilisateur est très très bonne. Alors, des questions? Voilà, je vois questions-réponses. Hop, je jaillis de ma boîte.
Réfléchissez, moi j'en ai une première que bien sûr j'ai perdue. Oui, non, au moment d'aborder et de cette volonté de, comme beaucoup ici, de supprimer Excel et les processus qui sont sur des petits bouts d'Excel. Quand on arrive avec une problématique et vers les acteurs du marché avec une problématique particulière qui est celle de la restauration, vous sentez que en face il y a des gens qui s'y sont déjà frottés. Je ne sais pas si c'était le cas d'Optimix et ça sera la deuxième partie de ma question, mais voilà, est-ce que c'est une problématique qui sort de l'ordinaire pour eux ou quelque part elle recoupe des fondamentaux relativement classiques? Alors, pour Optimix, pour moi, on était les premiers dans la restauration. Et dans les différents éditeurs qu'on a pu rencontrer, tous étaient intéressés par ce nouveau challenge, mais très peu étaient capables de répondre à nos contraintes. De mémoire, il y en avait 2. Pour info, à chaque fois qu'on utilisait le nom magasin, on avait un blâme. Il fallait absolument parler de restaurant. Et c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps quand même à parler de restaurant et on avait toujours cette notion de magasin systématiquement. Ça parle et ça illustre parfaitement voilà, ce que je voulais sonder par ma question. Je me tourne vers vous. Alors moi, je prends mes petits points d'interrogation. Alors il y a une notion, et c'est peut-être très anecdotique, mais je l'ai noté à 2 reprises. Vous avez parlé de marché partagé de quotas. Alors, et de quotas. Je ne sais pas du tout de quoi vous vouliez parler en fait. Ça correspond à une problématique bien particulière et qu'il... Alors, oui, ça peut être une problématique particulière. Donc, un marché partagé, un produit qui est approvisionné par 2 fournisseurs différents ou plus, et un quota, une quantité limitée disponible auprès de l'industriel. Donc, après, une répartition à faire auprès de nos restaurants. Ok, très bien, mais comme vous étiez passé très vite sur le sujet, à nouveau, alors tout le monde n'est pas forcément dans la restauration, mais pour autant, il y a sans doute de la valeur à prendre et des infos à prendre de cette application. Je vois qu'il y a une question là-bas. Oui, en fait, j'en ai 2. Ma première question, c'est les prévisions. Est-ce que ce sont des prévisions de réappro en centrale ou ça correspond aux prévisions des restaurants en sortie de restaurant? Et ma deuxième question, vous avez dit que les stocks de sécurité, vous n'utilisiez pas les algorithmes d'IA pour les calculer. J'aimerais savoir pour quelles raisons. Alors les prévisions sont les réappros en centrale. La prochaine étape, ça serait les réappros en restaurant. Ça, c'est en cours. Et pour la deuxième partie, c'est Antoine qui va vous répondre. Alors, volontairement, hein, en fait, la démarche, c'est on calcule les prévisions via l'IA, mais on a, pour moi, l'utilisation de l'IA pour déterminer le niveau de stock de sécurité qu'on doit avoir, c'est peut-être valable pour les gens qui ont des défilements, des niveaux de vente relativement faibles. En gros, c'est se dire, est-ce que ce produit-là, j'en veux 0, 1, enfin, est-ce que je veux le supprimer de mon assortiment? J'en veux 1, 2, 3 ou 4 grands maxi. Dès l'instant, on est sur des volumes de sortie qui sont ceux de Buffalo. On reste sur des modèles qui sont relativement classiques parce que l'IA n'est pas adaptée pour ça. Mais par contre, vous avez raison, hein, pour faire de l'IA, pour calculer du stock de sécurité sur des produits dans le bricolage ou dans le textile ou autre, ça pourrait tout à fait avoir une légitimité. Et nous, c'est pas l'optique qu'on a pris pour déterminer ça. Vous voyez ? Par contre, utiliser l'IA pour analyser le niveau de stock, trop de stock pour des produits ADLC va forcément générer de la casse. Pas assez de stock pour des produits ADLC va forcément générer des ruptures. Là, utiliser l'IA pour ce critère-là pourrait avoir un sens, vous voyez. Hein, mais voilà, donc c'est le choix qu'on a eu. Mais ce que je vous dis maintenant n'est pas forcément vrai demain. Hein. Une autre question là. Oui, bonjour. Je souhaiterais revenir sur la question des produits partagés. En quoi l'outil va faciliter la vie? Parce que souvent, quand on a 2 sources équilibrées, gérer des substitutions est souvent bien compliqué et beaucoup de manœuvres. J'ai un exemple en tête où on a 7 sources d'approvisionnement. Donc là, l'humain a quand même quelques limites. Et on a un gain monstrueux au niveau du temps de gestion de ce produit-là.
que je comprenne bien. Pardon. Ça a été un plaisir pour nous d'aborder le marché partagé. Globalement, c'est répartir des quantités d'achats sur différents fournisseurs en intégrant des minimums de commandes par fournisseur, avec des dates de commande qui ne sont pas les mêmes sur chacun des marchés, donc sur chaque fournisseur, en intégrant aussi un phénomène de rattrapage d'une semaine sur l'autre, au cas où on aurait pénalisé un fournisseur par rapport à un autre. Beau sujet. Et en fait, le plaisir de la pro, c'est que, je me permets, mais pas trop longtemps, c'est qu'il y a 80% du business qui est standard chez tout le monde. Donc c'est vrai, quand on nous dit est-ce que vous gérez la restauration, on dit non, mais il y a 80% du business qui est standard. Et pour nous, le plaisir dans les 20% restants, sinon on s'ennuierait dans les projets. C'était cette dimension de capacité d'adaptation de l'outil, du moins quand vous l'avez retenu, vous sentiez qu'il y avait la possibilité de le mettre à la main. Alors votre formule, c'était on peut mettre en place ce qu'on a dans la tête. Alors, dans les critères, quand on a sélectionné les différents éditeurs, c'était l'exemple qu'on prenait, dire voilà, on a un produit où on a potentiellement jusqu'à 7 industriels qui nous livrent avec des contraintes de jours de livraison, de minimum, de quotas, voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce que vous êtes capable de répondre? Certains sont repartis en courant quand on abordait le sujet. Ils nous prenaient pour défaut. Mais de la même façon, un outil, il contribue à structurer une démarche. Alors oui, vous pouvez avoir vos adaptations, mais est-ce qu'il vous amène à faire évoluer vos pratiques? J'entends la façon dont vous avez abordé certains points en vous disant, bah oui, l'outil quelque part, le chemin qu'il emprunte, c'est pas celui que j'emprunte d'habitude, mais ça a peut-être d'autant plus de valeur. Tout à fait. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait des entrepôts de débord. Là, on envisage sur certains produits, déjà au bout de 2 mois, d'abandonner des produits en stock de débord, parce qu'on se rend compte que la machine est capable de gérer ce stock sans entrepôt de débord, alors que l'être humain n'était pas capable de le faire depuis des années. Donc, avec un ROI qui n'était pas prévu sur cette partie. Quand vous partie. parlez d'entrepôt de débord, ça correspondait à quelle problématique? Des problèmes de capacité de stockage en interne. D'accord. On a des entrepôts relativement petits et on fait appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir stocker lorsqu'on a des pics d'activité. Et en approvisionnant mieux et au bon moment, on pense pouvoir se défaire de certains produits en débord. Une autre question. Oui, bonjour. Vous avez parlé d'entrepôts en cascade. J'imagine aussi qu'il peut y avoir des configurations, peut-être pas chez Buffalo, mais avec plusieurs entrepôts centraux. Est-ce que l'outil est capable de gérer, de préconiser des endroits où on va positionner les stocks, de gérer potentiellement des buffers, un peu comme dans une démarche plus demande planning ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est pas envisagé par l'outil? A priori, c'est beau. Donc, la réponse c'est oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'outil est basé sur la demande finale. Enfin, on peut le paramétrer comme tel. Donc ça veut dire que toute la cascade logistique va être prise en compte à ce niveau-là. Donc en fait, c'est votre schéma logistique qui va être modélisé dans l'outil pour pouvoir justement gérer cette cascade d'entrepôts et baser la demande de chaque dépôt sur la demande finale et gérer les différents buffers à différents niveaux. Et donc c'est pour ça que les restaurants du Sud sont livrés par le dépôt près d'Avignon, à Entraigues. Entraigues est livré par l'entrepôt de Bondoufle en région parisienne. Et ensuite, on retrouve les fournisseurs et éventuellement un entrepôt de débord. Bonjour. J'ai une question qui est un peu plus technique. Mais on parle d'IA et j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui est derrière Optimix, parce que je ne connaissais pas du tout la solution avant aujourd'hui. Savoir un petit peu quelle est la technologie derrière, quelle est l'architecture qui a été faite avec Buffalo Grill, et mieux comprendre en fait derrière la solution. Ça peut-être embêter des personnes, mais moi ça m'intéresse. Donc, quand vous dites architecture, est-ce que c'est la base de données principale qui gère Non, c'est en fait. Effectivement, la base de données, mais aussi quelle est l'IA derrière, enfin quel est le modèle, le rôle d'Optimix là-dedans. Est-ce que c'est un rôle de développement pur avec,
Est-ce que c'est un SaaS qui vient pré-packagé? Voilà, toutes ces questions. Alors, le point clé, c'est que je ne pourrais pas vous donner le modèle, hein, premier point. Par contre, c'est clair, la partie IA est calculée sur un serveur à part. Hein, donc on exporte et on réimporte de la data et c'est l'IA qui fait le calcul d'à côté. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on utilise de l'IA interne? Non, parce qu'en fait, globalement, on a une structure de data science qui est de 5 personnes. Et 5 personnes pour rivaliser avec des labs qui sont énormes, je pense que c'est inutile d'aller là-dedans. Hein, donc forcément, on utilise des composants qui sont disponibles sur le marché. Et alors, on a une bonne compétence en IA parce qu'on fait du pricing, on fait de la reconnaissance d'images, on fait l'analyse de syntaxe et de reconnaissance de caractères dans les chaînes pour faire des similitudes de produits, et on fait ce qu'on appelle le l'IA Time Series dans le cadre de la prévision. Donc c'est des sujets qu'on maîtrise très très bien en interne, hein, et c'est vrai que nous, de notre côté au niveau supply, c'est principalement de l'IA en ce qu'on appelle Time Series, donc en série temporelle. Donc voilà. Vous aurez compris que j'en avais une moi aussi pour envoyer sur l'IA, mais on va laisser... Ouais, alors c'est toujours sur l'IA. Vous dites que vous utilisez, enfin j'ai cru voir que vous utilisiez en fait les retours des clients sur les réseaux sociaux ou les avis pour les prendre en compte dans la prévision. J'aimerais savoir de quelle manière vous faites ça et si vous arrivez à des choses fiables sur ce sujet. On peut retrouver plein de choses. On peut retrouver beaucoup de données très très bien structurées sur le web. Et relativement facilement. Le seul élément qui se passe, c'est qu'on ne sait jamais, quand on fait un connecteur, on ne sait jamais le temps pendant lequel cette donnée va être valable. Parce qu'on peut très bien se retrouver avec de l'info sur laquelle on arrive à accéder, et peu de temps après, les portes se ferment. Donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on a eu quelques petites déconvenues. Par exemple, je pense à un exemple, tout ce qui est réservation hôtel, on arrivait à avoir l'information sur la réservation hôtelière à un moment donné. Maintenant, on n'arrive plus, parce que les portes se sont fermées. Mais c'est incroyable le nombre d'infos qu'on retrouve. Oui, moi aussi j'avais une question sur ce volet IA. Alors vous disiez sur des serveurs à part, vous faites tourner ça. De la même façon, dans votre présentation, c'était un point à part. D'ailleurs, la notion d'IA, elle est arrivée en deuxième partie de votre présentation. Parce que, et en interne, quand on présente un projet comme ça qui va faire évoluer le quotidien des approvisionneurs, faut pas mettre l'IA en tête de gondole, parce que alors ou ça peut faire peur, ou au contraire ça peut pour certains les enthousiasmer. Du moins, de quelle façon vous avez glissé ce sujet IA dans le projet? On ne l'a pas glissé tout de suite pour ne pas faire peur aux équipes, mais c'est vrai qu'on a abordé le sujet pour leur montrer que l'outil était quelque chose de moderne et que ce n'était pas juste des calculs mathématiques qui sortaient d'on ne sait où. Il y a un élément qui est clé, c'est que dans un logiciel comme XFR, en termes d'investissement, l'IA, c'est 10% du logiciel. C'est pas... Même si tout le monde parle de l'IA, c'est pas 50% du soft. C'est une dose relativement faible. Donc c'est vrai qu'on le met en avant modestement. On a une approche assez pragmatique concernant l'IA. Donc autant le moteur d'IA, on pourrait le remplacer assez facilement. Autant le reste, la gestion sous contrainte des commandes et ainsi de suite serait beaucoup plus compliquée sans réécriture de logiciel. J'avais une question par rapport à l'adaptabilité du logiciel par rapport à la taille de la structure. Est-ce qu'il y a par exemple des entreprises qui ne seront pas assez grosses par exemple pour avoir cet outil de prévision? Est-ce qu'il y a des entreprises qui n'auront pas les données nécessaires pour pouvoir l'utiliser? Et est-ce que il y a un minimum de données qui doit être disponible au sein de l'entreprise? Alors, au niveau de l'historique de données, nous, on leur a transmis un historique de 3 ans. On aurait pu leur transmettre plus. Après, je ne connais pas les limites de leur outil. Antoine? On n'a pas de contrainte par rapport à le nombre d'années d'historique.
Le point clé, en fait, c'est une sorte de bataille gentille, hein, entre le client et entre Buffalo et nous. Savoir qui fait quoi, est-ce qu'on fait évoluer certaines données dans l'ERP? Oui, non. Qu'est-ce qu'il est difficile de faire développer dans l'ERP? Qu'est-ce que nous, on prend à notre charge et où on le fait? Est-ce qu'on le fait au niveau des interfaces? Est-ce qu'on le fait dans ce qu'on appelle le moteur de workflow, un moteur de gestion de règles? Et c'est là où se fait l'arbitrage. Mais globalement, on n'a jamais de... C'est toujours très bien entendu pour savoir comment on le faisait. Je pense qu'on s'est vite compris dans l'implémentation du logiciel pour savoir, dans le cadre du pseudo-RACI, hein, qu'est-ce qu'on faisait côté Buffalo et qu'est-ce qu'on faisait de notre côté. Et quand on voyait que Buffalo était dans la passe sur des points clés, on le faisait de notre côté pour pouvoir avancer efficacement. Et c'est encore le cas maintenant. Alors, moi, en sous-texte de cette question, j'ai compris, en gros, est-ce que mon entreprise a une taille suffisante et une maturité de son approche donnée qui permet de travailler avec Optimix. Mais du coup, je la traduis, cette question, c'est, vous pouvez nous donner une idée les plus grosses problématiques que vous outillez et les plus petites? Oui, par exemple, on a un client dans les îles. Il y a 2 magasins. Bon, c'est des gros bateaux, hein, c'est des gros magasins. Hein, c'est un équivalent de Leroy Merlin là-bas. Donc c'est un client avec une structure beaucoup plus petite que celle de Buffalo. Il y a une équipe de développement c'est une personne. Il y a 2 approvisionneurs, 50 000 références par magasin à gérer. Et voilà. Et c'est un client historique pour nous. Hein, voilà. Et puis en parallèle, des clients qui sont beaucoup plus gros sans aucun problème. Le plus gros, du moins les plus gros, c'est quel genre de problématique? Des clients dans la grande distribution, hein, principalement alimentaire, et pour une activité dépôt par exemple. Très bien. Une question. Attendez, je vois que je viens jusqu'à vous. Ça bipait encore à l'entrée. Ma question, ce sera plus sur l'aspect restauration. Est-ce que, comme les restaurants, il y a des mercuriales et vous avez à gérer du coup les prix selon les articles, mais avec plusieurs types de conditionnement? Est-ce qu'on était au kilo, après on est en palette? Quelles difficultés vous avez à gérer le plus dans votre quotidien vis-à-vis de tous ces référencements-là qu'on partage peut-être pas forcément dans d'autres secteurs d'activité? En rapport avec l'outil ou en général? Les deux, ça m'intéresse du coup. Merci. Alors, en rapport avec XFR, aucun. Parce que c'est une unité de préparation pour XFR. Donc que ce soit un colis, un sachet ou 1 kilo de viande, peu importe. C'est une unité de préparation. Et en effet, dans la restauration, nous avons de multiples conditionnements. Nous avons le plus petit conditionnement, je ne sais pas, c'est la veste pour le serveur jusqu'au colis de frites qui fait 15 kilos à peu près. Voilà, donc il y a une variété de poids et d'unités importantes. On a du poids variable. Typiquement, toutes les viandes que nous vendons dans nos restaurants, c'est du poids variable. Peut-être une autre question. Alors moi j'en ai un autre de mes points d'interrogation, c'est quand vous avez abordé la question de l'extension du projet ou de l'utilisation de l'outil aux restaurants eux-mêmes. J'étais pas sûr d'avoir bien compris. Au finish, dans une de vos premières réponses, vous disiez que jusque-là, on était sur un process qui était réalisé en centrale, mais ça veut dire que vous envisagez peut-être de faire évoluer ce cadre-là. Tout à fait. Pour le moment, nous ne voyons que la partie immergée de l'iceberg, donc c'est le besoin en centrale, mais XFR fait ses prévisions pour chaque restaurant. Il récupère l'historique des commandes de chacun de nos restaurants et à partir de ce moment-là, massifie pour la centrale. Donc demain, si on souhaitait déployer l'outil, on pourrait aller faire de la prévision restaurant par restaurant et produit par produit. Mais avec des utilisateurs dans ces restaurants ou pas foncièrement? À définir, mais je pense pas.
D'accord. On arrive aujourd'hui à un degré d'automatisation de la décision et il y a peut-être une courbe voilà, où vous vous dites qu'il y a aussi l'enjeu de certaines décisions, pourraient être automatisées, ou est-ce que ça n'est pas à ce stade Non, c'est encore trop frais pour le moment. Ça fait 2 mois que c'est déployé, donc on va laisser un petit peu l'humain appuyer sur le bouton. Très bien. Messieurs, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie en tout cas pour ce témoignage original qui a fait connaître vos problématiques et l'outil Optimix que l'on retrouve sur le stand F22. F22. Voilà. Merci encore. Merci Avec à le plus tous. grand plaisir. Merci beaucoup.